vous avez reçu, putain salaud, le César du meilleur film documentaire pour Merci Patron. C'est du flan de dire que la loi se fait à l'Assemblée. Niel, Drahi, Bolloré, Bouygues, Lagardère et Arnaud. Je pense qu'il faut penser. Cette crise nous offre l'opportunité d'une transformation plus volontaire encore. Je ne peux pas m'empêcher de pousser un cri d'amour parce que I love Bernard. Et notre objectif, c'est quand même de mordre. C'est pas parce que c'est légal que c'est légitime. Il y a des endroits où on va entrer dans les pieds et c'est pas le cas ici. C'est signé François Ruffin. Bien sûr, j'ai mis ma petite cravate. Bah bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Pour les grandes occasions, petite cravate. Bam! Putain, il n'est pas à Ibiza. Il n'est pas à Ibiza. Il est chez lui, dans sa cuisine rouge. Salut David. Si tu le veux. Là, c'est un faux sur fond vert et en fait, je suis à la plage. Non, justement, je vais te demander, s'il te plaît, peux-tu aller ouvrir le placard, juste pour être bien sûr que c'est pas un fond vert, ou le frigo, ça n'est pas un fond vert. Voilà, voilà. C'est réalisé sans trucage, c'est au poste. On se tutoie, on va expliquer dans quelques instants pourquoi on se tutoie. Parce que j'étais auditionné à l'Assemblée nationale très officiellement dans une commission, dans ma commission d'enquête. Absolument. Je m'en souviens plus, donc c'est pour ça. Bien sûr que je m'en souviens. Et d'ailleurs, tu en parles dans ce petit ouvrage qui est un prétexte. Que faire de la police? François Ruffin, vous êtes né le 18 octobre 1975 à Calais. Avec vous, on va parler de quelqu'un qui est très défavorablement connu de nos services, Bernard Squarcini. On va parler de Bernard Arnault, on va parler de Debout les femmes, peut-être du football, de votre travail à l'Assemblée, de Jacques Brel et de la police. En 2003, vous avez sorti Les petits soldats du journalisme. En 2003, j'étais à iTélé, je vous avais proposé, vous en souvenez pas, de venir, puisque vous faisiez le malin, vous aviez refusé. 20 ans plus tard, vous êtes au poste. Vous avez travaillé au Monde diplomatique, à Fakir, à Acrimed, à Là-bas si j'y suis. En 2017, vous avez reçu, putain salaud, le César du meilleur film documentaire pour Merci Patron. En 2019, vous avez réalisé un tour de force avec Gilles Perret, Je veux du soleil, cette espèce de documentaire d'urgence, assez punk dans son montage, bouleversant, avec une petite auto qu'on retrouve quelques temps plus tard dans Debout les femmes, sortie cette année. Elle est morte, la bagnole. Alors attends, celle qu'on voit dans Debout les femmes, elle est morte? Ouais, c'est terminé, elle est morte. Ah, mais ça me rassure parce que je me disais, un député qui roule avec un truc qui passe pas au contrôle technique, ça marche pas. Ça passait, mais bon, elle est morte. Je termine. Entre-temps, vous êtes député Picardie Debout, député de la Somme, proche de la France Insoumise. En 2015, vous avez réalisé la meilleure interview qui soit, avec la plus grande personne qui soit, un dénommé Gramsci Antonio, très défavorablement connu de nos services, aux éditions Fakir. Avec lui, vous avez parlé d'hégémonie, de guerre d'opposition, d'intellectuel organique. Évidemment, cette interview est un faux. Mais le pire, monsieur Ruffin, c'est que nous, nos services, connaissons ce livre. Or, il n'y a rien dans votre fiche Wikipédia concernant ce livre. Pourquoi? C'est pas moi qui tiens à jour ma fiche Wikipédia. Hein. C'est pas moi qui l'ai créé et c'est pas mes collaborateurs qui se chargent de ça. Donc, je crois que comme c'est libre d'accès, si vous voulez la compléter, puisque vous avez des fiches à jour, monsieur le commissaire, eh ben, vous pouvez aller compléter ma fiche Wikipédia. Le vrai prétexte, en réalité, c'était, quand je t'ai contacté, c'était à propos de LVMH, de Bernard Arnault et de la décision de justice qui t'a été faite d'une certaine manière, parce que c'est une forme d'affront. Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit? Bon, on est dans un dossier qui, sur le fond, est assez comique quelque part, puisqu'il s'agit d'un bonhomme qui se balade avec des t-shirts I Love Bernard, des mugs I Love Bernard et même des tongs I Love Bernard. Donc, pour Bernard Arnault, le patron du premier groupe de luxe au monde, LVMH, il se trouve qu'on me met sur le dos à l'occasion du tournage de Merci Patron, Bernard Squarcini, donc qui est recruté par Bernard Arnault, qu'il y a une infiltration de Fakir, que moi je suis suivi, y compris un peu dans ma vie privée, et qu'il y a des forces de police qui germent à peu près partout autour de nous pendant le temps du tournage. Ce qui nous amuse plutôt, hein, en vérité. Donc on découvre a posteriori où est-ce que ça a été, puisqu'il y a un article qui paraît dans la presse qui explique que le commissaire, qui est quand même, c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la sympathie pour ce dossier aussi, c'est que c'est lui qui me fait mon film, le commissaire des renseignements généraux dans Merci Patron, qui s'appelle Jean-François Dijon. C'est celui qu'on voit dans le film? Dans le film, oui, il est sorti de chez Michel Audiard, il a des répliques, enfin, on les rêve, on n'arriverait pas à les écrire. Donc bon, et lui, il les sort comme ça. Donc il me fait mon film. Il se retrouve mis en examen à cause de moi
parce que dans ces papiers missionnés par Bernard Squarcini, on voit qu'il y a eu qui sont venus fouiller les poubelles de Fakir et des choses comme ça. Donc ça part sur un dossier qui, sur le fond, est assez burlesque, carnavalesque, quoi. Et on se retrouve avec en face Bernard Squarcini, qui lui, on l'entend dans les écoutes de Mediapart, puisqu'à l'époque, il est sur écoute pour d'autres affaires, Bernard Squarcini, qui sollicite jusqu'au numéro 2 du renseignement à l'Élysée, le dirigeant de la préfecture de police, et même les services de police belges, c'est Interpol, vous voyez, qui sont mis sur notre dos pour choper nos photos, avoir un trombinoscope et avoir un suivi. Donc, il y a une immense disproportion entre le petit groupe d'activistes et de journalistes qu'on est et les forces qui nous sont mises en face avec donc un gars du privé, parce que Squarcini, à ce moment-là, est dans le privé, qui sollicite les services de l'État qui lui sont très largement fournis. Alors, c'est pas dans mon film, mais c'est dans les bonus de mon film. Il me semble, à un moment, on voit Johanna qui travaille avec moi à cette époque-là, qui va dans une boutique Dior avec sa copine Léa, donc ces deux filles. Elles sont arrêtées par les renseignements généraux. Derrière, il y a 6 quarts de CRS et les renseignements généraux qui sortent un trombinoscope en disant vous êtes là, on sait qui vous êtes, on sait que vous venez d'Amiens, vous êtes surveillés. Et donc, voilà, c'est quand même... c'était pour moi choquant quelque part que la police française se mette juste au service de la première fortune française pour rien, quoi. Bon, donc voilà, ça c'est le premier volet, donc qui était le volet policier, on va dire. Et donc suite à ça, bah, on porte plainte. Bon, j'en fais pas une affaire d'État non plus. Je veux dire, moi, j'ai pas envie dans tout ce dossier-là de me poser en victime terrible qui subirait des trucs terribles. Même, il me semble qu'au début, tu dis rien. Non, bah, c'est pas moi qui sollicite le dossier, ça paraît dans la presse et je fais même assez peu de commentaires sur cette affaire. Je la laisse suivre son cours. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, on va parler de la suite parce que c'est gravissime ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a un côté loufoque, grand guignol, pied nickelé, etc. Mais c'est quand même gravissime, c'est-à-dire un ancien grand serviteur des renseignements, Bernard Squarcini, parce que tu l'as pas dit, mais c'est l'ancien patron de la DCRI, c'est-à-dire la DST-RG fusionnée par Sarkozy, puis DGSI, qui ensuite monte sa boîte privée et qui travaille pour l'homme le plus riche du monde. Parce que j'ai vérifié hier, Bernard Arnault, en fait, aujourd'hui, c'est l'homme le plus... Au mois d'août, c'était l'homme le plus riche du monde. Il était plus riche que Bezos. Bon, est-ce que quand même, entre vous là, à Fakir, il n'y a pas un moment au début... vous êtes un peu fier, quoi. Vous dites, putain, c'est quand même dingue. On l'est toujours. On l'est toujours. Je veux dire, je suis toujours fier. C'est pour ça que je viens parler de ça ici avec fierté. Quand même, face aux petits gars qu'on est de Picardie, il faut qu'ils viennent nous mettre un ancien, le Squal, puisque c'est comme ça qu'il était surnommé, Squarcini, et qu'il aille recruter des services de police tous azimuts pour arrêter 3 activistes. Et finalement, qu'ils ne nous ont pas arrêtés. Parce que la vérité, c'est que ma situation personnelle était simple d'un point de vue conjugal, j'étais seul. Tu vois, bon, d'un point de vue salarial, ma situation, j'avais pas de chef, on pouvait pas faire pression sur moi. Mais la vérité, c'est que la manière dont fonctionne Bernard Arnault depuis 30 ans, c'est que dès qu'il peut faire pression sur un journaliste par le biais de sa hiérarchie ou de lui sortir une affaire de maîtresse et ainsi de suite, il y a un chantage qui s'exerce. Vous voyez, tu vois le truc. Bien sûr. Donc, bon, moi, j'avais une tranquillité de ce côté-là. Vraisemblablement, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Voilà, si mon CV il a été passé dans les radars quand même de Squarcini et sous Ségus, parce qu'il y a eu des sous-traitants et des sous-sous-traitants, c'est qu'à l'arrivée, bon, ils n'ont pas trouvé trop de casseroles, sinon ça serait sorti dans les journaux, quoi. On a une grande fierté. Enfin, il n'y a pas de doute que toute l'histoire de Merci Patron est portée par moi et par l'équipe avec une immense fierté et jusqu'à ces déroulements judiciaires présents, quoi. Si j'ai bien compris tous les papiers que j'ai lus, alors notamment Mediapart, qu'on salue, qui a bossé énormément là-dessus, un des objectifs, c'était de récupérer la copie du film avant qu'il sorte, hein, c'est ça ? Oui, c'est l'un des trucs, quoi. Moi, je pense que ça démontre quand même leur fragilité, si on veut en tirer des leçons d'optimisme. Hein. C'est que, voilà, il y a une quarantaine de bonhommes qui se mettent en branle et ça fait paniquer Bernard Arnault, parce que c'est comme ça que on l'entend dans les écoutes franchement, tu vois, ce que je regrette, c'est que les écoutes de Squarcini, elles s'arrêtent au moment de notre défaite, qui est en fait le tout début du film. Et qu'on n'a pas la suite, qu'ensuite, il est plus sur écoute, tu vois. Parce que sinon, je faisais un deuxième film qui était Merci Patron numéro 2, avec la même histoire, mais vu de leur point de vue, tu vois. Et ça, parce qu'il y a des moments qui sont trop drôles. Il y a un moment où je me présente
à l'entrée du siège de LVMH, donc avec des caméras derrière, et on vient proposer un mug I Love Bernard, les tongs I Love Bernard, toute la collection, tu vois. Et il y a le vigile à l'entrée qui dit, bon, d'habitude, on laisse entrer personne, mais nous, on se présente comme étant des étudiants en école de commerce qui avons, tu vois, un projet créatif à développer. Oui, oui. Et donc, il dit, bon, allez, vous allez l'air sympa, je vous laisse rentrer. Il nous laisse rentrer. Et là, on entre dans le hall. Malheureusement, il fait couper les caméras. Mais on entre dans le hall. Et qui je vois, tu vois, la coïncidence, Bernard Arnault. Alors là, quand même, je ne peux pas m'empêcher de pousser un cri d'amour parce que I love Bernard, tu vois. Et donc, je dis, Monsieur Arnault, et je cours comme ça, ou Bernard, je cours dans une scène, tu vois, tu te croirais dans un dessin animé, peut-être sur un tapis roulant, je sais plus trop, je cours comme ça, et j'arrive du bout de deux bras à lui tendre un mug, à ce qu'il attrape, tout surpris, sans comprendre ce qui lui arrive, et à ce moment-là, je subis un reflux saisi par les vigiles, et embarqué en marche arrière. Bon, et à la sortie, le mec me dit, je te préviens, si je suis viré, je te retrouve, je tue ta femme, je tue tes enfants. Bon, là, c'était moins drôle. Mais Ah ouais, ah ouais. ça se traduit dans les écoutes de Squarcini avec la secrétaire de Bernard Arnault qui dit, bon, monsieur Squarcini, est-ce que vous ne pourriez pas nous installer un bouton anti-panique? Parce que là, il y a quelque chose qui vient de se passer. Les gens de Fakir, ils sont arrivés au siège de LVMH. Monsieur Arnault était là. Alors là, vous imaginez la catastrophe. Et en plus, il était avec David de Rothschild, bon, qu'est-ce que ça comptait dans le tout Paris, tu vois. Donc c'est quand même, voilà, moi ça me fait, je ne peux pas m'empêcher, je suis là pour pas m'ennuyer dans la vie, si tu veux. J'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit brin de fantaisie, youpi, disait, et toute cette histoire-là, même avec ses développements policiers et judiciaires, pour moi il y a de la fantaisie à l'intérieur. Alors, on va parler du développement judiciaire, qui lui, pour le coup, je trouve, est très grave. Enfin là, il y a plus trop matière à rigoler. On va trouver le moyen de rigoler quand même. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que l'on sait si Squarcini a surveillé d'autres journalistes ou d'autres personnes pour Bernard Arnault? Alors, Squarcini, je ne sais pas. Ce que je sais, moi, c'est que pendant cette histoire-là, j'étais en relation avec Tristan Walex, qui travaillait, il me semble, pour complément d'enquête. Ils ont subi une immense pression de Bernard Arnault, très directement, et des services de Bernard Arnault. Mais là, ça n'a pas fait de cadeau. Parce que Benoît Duquesne, il avait une hiérarchie, parce qu'il avait une femme, parce que voilà, des tas de trucs. Dans le bouquin de Rivoire, on voit qu'une journaliste de l'AFP, la même chose s'est produite. Mais même Bernard Arnault, il posait des micros. Il faut voir que ce sont des, je veux le dire, et puis, parce que moi, j'espère avoir un jour un procès directement avec Bernard Arnault. Donc pour moi, ce sont des voyous. C'est une bande de voyous issus des années 80 qui faisaient des affaires façon tapis et compagnie, hein, tous les Bolloré et machin. Ils ont employé des méthodes de voyous qui consistaient entre autres à surveiller, à poser des micros chez leurs concurrents. C'est pour ça quand à la barre, le procureur il dit bon, bah de toute façon, on va pas tout condamner Monsieur Arnault, il n'y a pas besoin d'avoir de peine, de vraies sanctions parce que bon, il risque pas de faire de récidive. C'est pas vrai, ça fait 30 ans qu'il récidive. Et donc si tu veux, moi je trouve que mon histoire, c'est un peu Al Capone arrêté pour fraude fiscale. Oui. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'il y a de plus grave dans sa carrière, mais si c'est par là qu'on arrive à l'arrêter, je prends, tu vois. Bien sûr. Alors, j'ai montré le livre de Rivoire dont tu viens de parler, L'Élysée et les oligarques contre l'info. Squarcini Rapidos, je le raconte dans le bouquin que j'avais fait sur l'affaire dite de Tarnac Magasin Général. Moi, j'avais rencontré Squarcini à l'époque où il était grand patron de la DCRI. Et un jour, je me permets de lui dire vos balises, ça marche pas très bien parce que je voyais que dans les PV de synthèse sur les surveillances des gars et des filles de Tarnac, c'était un peu merdique leur truc. Et là, Squarcini, qui est quand même plein de faconde, me dit « Ah, mais si vous voulez, monsieur Dufresne, je vais mettre des balises sur votre moto. » Et je prends ça à la rigolade en me disant « Mais bon, c'est quoi ?» Et après, 10 ans plus tard, quand je vois ce qui t'arrive, je pense absolument pas avoir eu de balises. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, sous le ton de l'humour, ça peut se transformer en réalité, c'est-à-dire, bah oui, un documentariste, un journaliste, on peut le suivre, on peut le surveiller, on peut chercher des trucs, on peut, voilà. Et ça, quand même, c'est toi qui es un député de la République, c'est un vrai problème, quand même. J'étais pas député au moment où tout ça marche. Je sais bien. Non, mais je le dis parce que, comme s'ils n'avaient pas déjà suffisamment de moyens de pression sur l'information, pour en plus rajouter ça, quoi. Mais tu sais, moi, c'est pour ça que je veux déplacer le curseur de où est le mal. Que Bernard Arnault, il ait du pognon, qui cherche à acheter les gens, c'est normal. Tu vois, je me fais pas d'illusions. Là où pour moi ça va pas, c'est quand l'État français, par sa police et par sa justice, se laisse acheter. Parce que là, la police française, c'est un peu nous.
Et la justice française, c'est un peu nous aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Normalement, la police est un service public et la justice est rendue en notre nom. Donc, c'est un peu nous. Ben voilà. Oui, oui, bien sûr. Ben voilà. Et donc, si tu veux que Arnaud, il se croit tout permis, mais c'est une chose. Maintenant, c'est qui y a en face pour lui rappeler qu'il est un citoyen et pas plus, avec ses droits et ses devoirs de citoyen, faisant passer les droits avant les devoirs. Mais voilà, cette complicité, elle se voit tellement dans d'autres moments. Quand tu vois François Hollande qui inaugure la fondation LVMH main dans la main avec Bernard Arnault, et que ça sous les feux des projecteurs et tout ça, alors que bon, l'homme qui fraude avec les paradis fiscaux, c'est Bernard Arnault, tu Bien vois. sûr. Et donc, c'est accepter cette complicité quand le chef de l'État se montre côte à côte avec l'homme le plus riche de France à cette occasion-là. En plus, un gars supposé être de gauche, quoi. Mais alors Macron, c'était pire. Macron, il bouffait toutes les semaines chez Bernard Arnault avant d'être élu président de la République. C'est-à-dire qu'il savait très bien que pour mener à bien une campagne électorale, il fallait qu'il ait Bernard Arnault dans son jeu. Et donc, il allait bouffer en couple, Brigitte et Manu allaient bouffer avec Xavier Niel, Delphine Arnault et chez Bernard, quoi, tu vois. Et une fois par semaine. Est-ce que tu penses que, parce que vous êtes des marioles à Fakir, ah, vous êtes des rigolos, est-ce que tu penses qu'ils se sont aussi comportés avec une forme de légèreté étonnante? Est-ce que vous provoquez cette situation d'une certaine manière? Est-ce que votre état Oui, d'esprit provoque cette situation? je pense. Moi, j'aime bien être pris pour un plouc, tu sais. C'est Bourville. Si on te prend pour Bourville, tu as déjà gagné une partie parce que tu arrives. Ma stratégie de journaliste a toujours été celle-là quand j'étais à la base, si j'y suis. Plus on me prenait pour un con et mieux c'était. Parce que on confie des choses à un con, on se comporte avec un con comme on ferait pas si on prenait le mec en se méfiant, en se disant mais tu vois. Et donc en effet, je pense que cette manière d'être et de faire fait que ils ont un peu joué le truc à la légère, quoi. Ils se sont pas dit en arrivant chez les Clurs qu'il allait y avoir qu'on était capable de faire comme Bernard Arnault et de planquer les micros dans les poupées de cire les coussins avec des faux chats dessus, tu vois. Dernier point sur Squarcini. Dans les révélations faites par Mediapart l'été dernier, je crois, je le remets dans le chat, il y a donc ces conversations, enfin ces écoutes téléphoniques où on entend Squarcini. Et alors, moi j'aimerais avoir ton point de vue sur la manière de parler de Squarcini. Ce qui me marque, c'est à quel point c'est un paillasse, quoi. Je veux dire, il est supposé représenter les services. Il a été à la tête des services secrets français. Enfin, tu vois, parce que c'est pas de ma spécialité, moi. Il arrive dans mon dossier, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est Arnaud, hein. Il est tout mielleux devant Arnaud, il se couche, il le lèche-chouille. Enfin, tu te dis, merde, un homme, ça doit pas se comporter comme ça. Tu permets que dans le PV d'audition, je dise obséquieux plutôt? Ah bah oui, carrément, ouais. C'est ça le terme. Oui, oui, non, mais il est carrément obséquieux. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Arnaud, il vient et puis il s'essuie les pieds dessus, il vient chercher son sucre, quoi. Enfin, c'est terrible. C'est presque ce qui m'a le plus marqué dans les écoutes. Moi aussi. Je me dis, mince. Mais alors, comment il se comporte quand c'est Poutine en face, quand c'est Trump, quand c'est. Enfin, tu vois. Donc, c'est à la fois mielleux, fielleux, obséquieux, c'est très, très, très étrange. Mi-décembre, la justice dit bon, on va passer une convention judiciaire d'intérêt public. Nouveau concept qui vient du droit anglo-saxon. LVMH va payer 10 millions d'euros d'amende et puis on parle plus de cette affaire. Je suis contacté par mon avocat qui me dit bah voilà, demain, en gros, ils veulent éteindre l'affaire. Ils signent une CGIP. Je savais même pas ce que c'était, moi, ce truc-là. Ben non, bien sûr. Bernard Arnault va donner 10 millions d'euros à l'État et ils seront sortis du dossier. Je me dis, c'est pas possible que ça se passe comme ça. J'ai 12 heures entre le moment où je suis le prévenu et le moment où ça passe au tribunal. Et donc, alors, le tribunal, c'est un sketch parce que l'objectif, c'est de ramener du fric le plus vite possible dans les caisses de l'État. Attends. La juge, elle dit que ça permet une solution rapide et efficace, faisant rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Attends, on te parle du fait qu'un mec a été espionné, que par ailleurs, c'est un journaliste, que ça touche un peu au droit de la presse, et ce à quoi pense l'État, c'est-à-dire, bon, moi, ça permet de faire rentrer de l'argent vite dedans, après le fait qu'il y a eu espionnage, qu'il y a eu infiltration, qu'il y a eu atteinte à la vie privée, qu'est-ce que ça touche au droit de la presse, tout ça. On s'en fiche, on fait rentrer de l'argent dans la caisse de l'État. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur Ruffin? C'est pareil. Et alors, il faut voir, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais la convention telle qu'elle est rédigée,
tu vois très bien que c'est les services de communication de LVMH qui l'ont fait avec le ministère de la Justice, quoi, main dans la main. Parce qu'on a presque l'impression que les coupables à l'intérieur, c'est nous, c'est Fakir. On parle des agissements de Fakir. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, agissement, c'est franchement péjoratif. Tandis que eux, c'est que des manquements. Tu vois, nous, on a commis des agissements, mais eux, ils ont des manquements. Et ensuite, nous, on a mené pendant plusieurs semaines des actions de déstabilisation. Quand tu tapes déstabilisation sur Google, tu arrives au Niger ou au Mali, tu vois, ou à Bagdad, quoi. Mais pas franchement en Picardie ou en Assemblée générale. On efface le rôle de Bernard Arnault et de LVMH, parce qu'à un moment, c'est le numéro 2 de LVMH, Pierre Godet, qui demande à Bernard Squarcini d'infiltrer LVMH. Et ça, c'est absent de la CGIP, machin, là. Tout est euphémisé les concernant. On nous dit que les faits sont anciens. Tu vois, les faits, ils datent de 2018. Donc, les avocats de Bernard Arnault ont dit non, mais c'est une vieille histoire, on a changé, le directoire n'est plus le même, c'est des méthodes qu'on n'utilise pas, qu'on n'utilise plus. Bon, pourquoi pas le pardon, hein, mais effectivement, c'est pas si vieux que ça. Et cet argument, s'il est valable pour Arnault, alors à ce moment-là, il devrait être valable pour tout le monde, quoi. Oui, et puis surtout, on a quand même affaire à un récidiviste, hein, je le rappelle. Bon, c'est pas parce qu'après on recrute un directeur en charge de l'éthique que ça efface le passé. Donc bon, là, en plus, ce qui est demandé, j'avais rapporté ce qui était demandé au chiffre d'affaires de LVMH. C'est comme si, ben voilà, vous êtes poursuivi parce que vous avez été espionné votre voisin pour des histoires de ce que vous voulez, de gonzesse, de PMU, de tout ce que vous voulez. Et à la fin, vous êtes poursuivi et en équivalent de votre salaire, c'est comme si vous posiez un billet de 10 euros sur la table du juge et vous disiez, bon, ben voilà, je vous donne 10 euros puis vous effacez le truc, quoi. Bon, moi, tu vois, je peux pas m'empêcher de continuer à regarder ça avec un œil rigolard, quoi. Je veux dire, là, le lien entre le fait que la justice se fait acheter officiellement, là, elle est officiellement achetée. C'est super, parce que d'habitude, ça se passe un peu en loose day, discrètement, il y a des motifs et tout ça. Là, maintenant, j'attends que quand même, franchement, il y ait le logo LVMH sur le ciel, la devanture du tribunal de Paris, quoi. Donc, c'est tellement franc du collier, cette manière de faire acheter la justice, que du coup, ça ouvre la possibilité à une critique sociale assez radicale. Laquelle? Le fait qu'on a une justice de classe. Être infiltré par un espion pour le compte d'un milliardaire, est-ce que ce n'est pas le symptôme de notre temps? C'est déjà une médaille, quand même, hein. Je rajoute quand même avec la complicité de l'État. Ça veut dire qu'on est dans un temps où les milliardaires, qui, au passage, se sont enrichis de 86% en France par temps de crise sanitaire, les milliardaires ne supportent plus la critique. C'est le temps du libéralisme autoritaire. C'est le temps où ils veulent avoir directement la mainmise sur les affaires. Emmanuel Macron étant leur homme de lige dans cette histoire qui est voilà, un temps où il ne délègue plus, il s'en charge un petit peu directement, quoi. Bon. Si j'ai bien lu les comptes rendus d'audience, qui n'étaient pas très nombreux, c'est ça qui est aussi fou, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le silence médiatique quand même est quand même coupable autour de ça. J'ai cru comprendre qu'à l'audience, certains, alors je ne sais pas si c'est le proc ou les avocats de LVMH, mais t'ont fait comprendre que finalement, bah, c'était dans la loi. Hein, cette possibilité donc de tractation finalement possibilité très anglo-saxonne, hein. On vous donne du pognon puis c'était enfin d'ailleurs c'est pas à toi qu'on donne le pognon, hein. Il faudra préciser. Non, on va rien donner. Oui, parce qu'il y a des gens eu des titres dans le Point et Picard en disant voilà, Ruffin pas content, 10 millions d'euros de LVMH pour régler l'affaire. Les gens ils avaient cru que j'avais reçu 10 millions d'euros. Bon, je serais pas content, mais quand même d'une autre manière. Je continuerai à dire que sur le principe, les principes sont violés et tout ça, mais. Mais sur le fait que, donc, semble-t-il. C'est un financement de la presse alternative originale. Ce serait pas mal, ce serait pas mal. Oui, oui. Donc, si j'ai bien compris des comptes rendus d'audience, certains t'ont dit, mais attendez, monsieur le député, puisque tu es député à ce moment-là, finalement, nous ne faisons qu'appliquer que des lois qui ont été votées par les députés. D'abord, on va mener une analyse juridique. Je veux dire, là, moi, j'ai pas dit mon dernier mot dans cette histoire, hein. Donc, on va mener une analyse juridique. On sait que la CGIP, donc, elle est née sous François Hollande et elle n'est pas née pour ce type de dossier du tout, hein. Elle est née pour des dossiers de corruption de firmes. Et là, on est dans de l'espionnage, dans une atteinte à la vie privée, au droit de la presse. Bon, bref, là, on a une extension qui va, à mon avis, très, très en dehors de ce pourquoi la loi est faite. Maintenant, c'est évident qu'on a une loi qui, sur la fin de Hollande et puis révisée en décembre 2020 sous Macron, a été une loi pour blanchir
les délits financiers, quoi, pour à moins atténuer tout ce qui est de l'ordre du délit financier. Donc, je ne peux pas contester que la loi, elle soit faite pour blanchir ce type de truc. Je pense que là, on va démontrer que c'est pas fait du tout pour nos histoires, quoi. Nos histoires, c'est quand même du droit pénal et ça doit pouvoir être jugé devant un tribunal correctionnel, voilà, quoi. Ça m'empêcherait pas de toute façon de pas être d'accord, quand bien même ça serait dans la loi. Moi, il y a un tas de lois que je trouve pas bien faites et c'est pas parce que c'est légal que c'est légitime, quoi. Ah, ça c'est toute la question. Est-ce qu'on peut encore dire que les journalistes ont une liberté d'expression dans ce pays? Je pense qu'il y a plus de liberté aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Mon point de vue franc, tu vois. C'est-à-dire que je pense que quand je lance Fakir, donc la fin des années 90, c'est un moment où c'est dur de faire exister un espace à soi. Parce que il faut du papier, il faut de la logistique, il faut de l'argent un peu pour faire ça. Bon, c'est compliqué. Aujourd'hui, tu vois ce que tu fais, toi, là, tu as ton espace quand même. Ah bah, tu m'étonnes. Après, tu comprends ce que je veux dire? Blast a son espace, Mediapart a son espace, donc des zones de respiration pour les journalistes, il en existe pour moi infiniment plus aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Que tu es punk, que tu es peut-être plus, même si je pense que je pratique un journalisme punk sans avoir été punk musicalement, mais je pense qu'il y a un côté punk qui peut exister davantage aujourd'hui que quand tu as le sentiment d'une chape de plomb entre Le Monde, Le Parisien, France Info, l'AFP, France Télévisions, TF1, et qu'il n'y avait pas grand-chose qui bougeait en dehors de ça, tu vois. Bien sûr, Donc, bien je sûr. pense qu'aujourd'hui, il y a possibilité pour des aventures journalistiques. La question se pose plus sur la réception, c'est-à-dire qui on arrive à toucher, comment on arrive à faire bouger le pays. C'est-à-dire qu'en fond, on a notre niche, mais une niche, pour moi, c'est pas très positif parce que le chien à l'intérieur de la niche, il a son collier autour du cou et il a sa laisse. Donc, il peut aboyer, mais il peut pas mordre. Et notre objectif, c'est quand même de mordre. Et donc, la question se pose moins de mon point de vue par la création, trouver des informations que par auprès de qui on peut le répercuter. Est-ce qu'on arrive à toucher les masses, le peuple, les gens, enfin, tu vois, et qu'est-ce qu'on arrive à bouger dans la société, quoi. Bernard Arnault, c'est aussi un groupe de presse, c'est aussi Le Parisien. Est-ce que quel lien tu tisses entre ce qui t'est arrivé, ce qui est arrivé à Fakir, et ce milliardaire qui aussi fait partie de ces milliardaires qui possèdent 90% de la presse nationale, on va dire. Il est évident que Bernard Arnault a tout à fait conscience, et les deux d'ailleurs, que posséder un groupe de presse est un instrument de pouvoir, est un instrument de pouvoir sur l'opinion, puisque c'est le titre d'un des journaux qui le possède ou qui le soutient. Ça, c'est clair. Et je veux dire, quand on regarde l'élection d'Emmanuel Macron, il est très net que le grand séducteur qu'il est voit les points névralgiques du capitalisme français avec qui il faut sympathiser pour pouvoir être candidat légitime. Et il va réussir plus qu'une quinte royale, Macron, puisqu'il va se mettre dans la poche Niel, Drahi, Bolloré, Bouygues, Lagardère et Arnault. Ça lui permet d'avoir une résonance dans l'opinion qui n'est pas proportionnée à la place qu'il occupait en n'ayant pas de parti, et ainsi de suite, quoi. Donc, bon, moi, il y a d'autres trucs qui m'amusent, hein. Je fais l'objet par Le Parisien et Les Échos d'une censure qui est comique. Au moment de Merci Patron, donc bon, ils n'ont pas parlé du film. Ensuite, quand il y a eu Nuit debout, c'est devenu un peu problématique de ne pas en parler. Donc, il y a eu un papier sur Merci Patron qui était le point de lancement de Nuit debout, mais ils ont réussi à écrire le papier sans écrire François Ruffin. Tu vois, ce qui est une forme de lipogramme à la Georges Perec, qui écrivait un bouquin, La disparition, sans utiliser le bien feu. sûr. Extraordinaire et livre. là, dans mon cas, tu vois, bon, et donc, après, il y a eu un épisode, par exemple, quand je suis entré à l'Assemblée nationale, il y a un chroniqueur mathématicien qui écrivait dans Les Échos, qui s'appelle Michel Brouet. Je cite son nom parce qu'il y a autre chose que des crapules dans ce monde, et donc il faut qu'on se souvienne aussi du nom des gentils ou des justes, quoi. Qui écrit un papier pour dire, voilà, bon, il faut que l'Assemblée nationale permette à Cédric Villani de rentrer avec son araignée, là, tu sais, Oui. et à François Ruffin d'entrer dans l'hémicycle sans cravate. Et dans Les Échos, sans qu'on lui dise, on a Ruffin sans cravate. Et donc le gars, il dit, c'est pas le contrat auquel je me suis engagé avec Les Échos. Vous devez publier tout ce que j'écris et pas me censurer. Et si vous me censurez, vous devez me le dire avant, je démissionne. Et le gars, il a quitté, il a abandonné sa chronique parce qu'on l'avait censuré de cette manière-là. Donc voilà. Mais tout ça, c'est des épisodes que je trouve assez comiques. Voilà. Je peux en raconter d'autres, hein. En tant que député, est-ce que tu penses que la mainmise des milliardaires entrave votre travail d'une manière générale?
Est-ce que tu penses que la légifération est Et je pense difficile? qu'il est difficile de ne pas avoir dans un coin de sa tête, quand on va se mettre à critiquer les milliardaires français, les montages qu'ils peuvent faire dans les paradis fiscaux, tu vois, qui va venir mettre sur la table, franchement, les montages de Drahi en se disant que derrière, c'est quoi? Qu'est-ce qui va nous arriver? BFM, RMC. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il est évident que ça provoque une autocensure sur un certain nombre de dossiers qu'on va pouvoir poser de manière générale. Sans doute, hein, c'est pas bien, la défiscalisation, c'est pas bien et tout ça, mais on va pas nommer les dossiers, les gens, qu'est-ce qui se passe. Il est évident que pour moi, il y a une autocensure qui s'exerce dans le monde politique parce que qu'est-ce qui va m'arriver médiatiquement ensuite? Où est-ce que tu t'informes, toi? À part tes collaborateurs, etc., etc. Mais je veux dire. Je pense que des masses. Moi, je lis beaucoup de livres. Je suis resté à l'ancienne. Tu vois, même j'ai du mal à lire un journal tous les jours. En revanche, tu vois, je viens de terminer le bouquin d'Éric Vuillard sur la guerre d'Indochine. C'est bête, hein, parce que bon, c'est 60 ans en arrière. Mais ceci dit, par exemple, la description qu'il fait de l'Assemblée nationale du temps de la guerre d'Indochine m'aide à voir ce qu'est l'Assemblée nationale aujourd'hui, à avoir un temps de recul là-dessus. Donc, je lis au moins un livre par semaine. Je dis ça parce que c'est comment ne sombrer dans le crétinisme parlementaire, qui est quand même une machine, d'autant plus au temps des réseaux sociaux, à être aspiré par les Twitter, les Facebook, les machins, le truc, un truc d'immédiateté qui fait que tu ne penses plus, quoi. Et je pense qu'il faut penser. Éric Vuillard, c'est probablement un des plus grands écrivains actuels, je trouve. Tu parles d'assemblée, de Twitch, etc. Il se trouve que nous, ici au Poste, on aime bien vous regarder, hein. On aime bien faire le contrôle citoyen, si tu veux. Donc, on regarde beaucoup vos débats. Je crois que tu es au courant, puisque il y a notamment un dénommé Bernalicis Hugo qui vient très souvent dans le chat sur la loi sécurité globale. Tu parles au ministre de l'Intérieur et tu lui dis vous avez l'obsession du contrôle. Et Papy Vix te demande est-ce que tu penses que l'obsession du contrôle par le gouvernement que tu as fustigé est le marqueur d'une nouvelle guerre des classes déclarée par la classe dominante envers les travailleurs? Il est 9h41. D'abord, l'obsession de contrôle, on la voit même par temps de coronavirus, puisqu'on a l'impression qu'on va pouvoir demander ses papiers au Covid, tu vois, et que c'est comme ça qu'on va le chasser. La prise sur le sanitaire, c'est du volet policier aussi. Le gros problème, ça serait le problème des faux passes sanitaires que les gens utiliseraient. Et donc, il va falloir que tous les restaurateurs puissent à la fois contrôler le pass et contrôler les papiers d'identité. Enfin bref, une phrase marquante du moment, pour moi, c'est celle de Cédrico, secrétaire d'État au numérique, qui dit « Cette crise nous offre l'opportunité d'une transformation plus volontaire encore ». Mais que veulent-ils? Il est évident que ce qu'ils veulent, c'est à la fois un usage accru du numérique, c'est quand même la Startup Nation, allié à un contrôle social renforcé, même s'ils ne vont pas le dire comme ça. Gramsci, donc c'est un peu compliqué de lire Gramsci pour deux raisons. D'abord parce qu'il était compliqué le bonhomme, mais aussi tu sais qu'il écrivait quand il était en prison et il fallait que ses papiers passent entre les mains des geôliers et donc ensuite ils acceptent de ne pas les censurer. Donc tout est un peu codé. À la place de dire Marx par exemple, il dit l'inventeur de la dialectique du prolétariat, ou enfin il trouve des périphrases comme ça. Donc là, je te lis la phrase et puis ensuite on en discute. La crise moderne est liée à ce que l'on appelle crise d'autorité. Si la classe dominante a perdu le consentement, c'est-à-dire si elle n'est plus dirigeante, mais seulement dominante, et seulement détentrice d'une pure force de coercition, cela signifie précisément que les grandes masses se sont détachées des idéologies traditionnelles, qu'elles ne croient plus à ce en quoi elles croyaient auparavant. Vraiment, c'est ma citation clé, parce que je pense qu'on vit ce temps-là qui est un temps de détachement de l'idéologie dominante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mots de croissance, concurrence, mondialisation qui faisaient le fond de commerce des dominants depuis 30 ans, maintenant ces mots-là sont usés. Ils font plus envie. La mondialisation, plus personne peut la prétendre heureuse. Tu comprends? Et donc, ça veut dire les masses, elles en veulent plus de ça. Au fond, il y a un détachement des masses de cette idéologie-là. Et résultat, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils renforcent leur force de coercition. C'est la police. Et donc, je pense qu'on vit ce temps-là que parce que les masses sont en train de s'échapper, alors on peut en avoir des gros symptômes de cet échappement des masses. Hein. C'est le traité constitutionnel européen de 2005 qui, pour moi, est un gros marqueur. C'est une victoire, il faut la maintenir dans nos têtes. C'est Nuit debout pour, on va dire, les éduqués de centre-ville. C'est les gilets jaunes pour les classes populaires rurales. Enfin, tu vois. Et donc, on vit un moment de détachement de cette idéologie du monde qu'on peut voir sur d'autres trucs. Quand on demande aux Français de quelle maison vous rêvez, il y en a très très peu, c'est 15%, je crois, qui disent moi je veux plus de technologie. La masse des gens, ils disent je veux un jardin, je veux un cocon familial. Et pourtant, que va vouloir le pouvoir?
c'est nous imposer dans notre intimité de plus en plus de technologies. Quand on demande aux gens s'ils veulent ralentir ou accélérer, la masse des gens, 55%, répond que le monde va trop vite et qu'ils veulent très massivement ralentir. Et pourtant, quel est le mot d'ordre du pouvoir? C'est accélérer, accélérer, accélérer. Et donc, on voit comme ça qu'il y a une tension entre, au fond, le désir profond des gens, mais dont ils ne sont pas pleinement conscients. Et je pense que l'un des travaux politiques qu'on a menés, c'est de rendre les gens conscients du désir qu'ils ont, mais qu'ils n'osent pas désirer, quelque part. Et ça vient en tension énorme avec l'objectif de l'oligarchie qui veut nous faire marner dans le même système, tu vois. Donc, et je pense que c'est pour ça que, autant à travers la crise des Gilets jaunes notamment, il y a le bras de la police qui est ainsi apparu au premier plan. Alors, justement, c'est le deuxième objet de ta convocation ici. C'est ce petit livre, Que faire de la police, qui est en fait le résultat d'une commission des lois que tu avais menée, tu étais rapporteur, sur les techniques d'immobilisation policière. Bon, c'est à cette occasion que tu m'avais entendu officiellement. D'ailleurs, tu n'avais pas l'air d'être très très content de ce que je t'avais raconté. Je suis sorti, je me suis dit, tu vois, Ruffin, il a pas l'air... Tu notais beaucoup, mais t'avais pas l'air très enthousiaste. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais c'est pas grave. Hein. Mais c'est peut-être parce que, bon, il faut voir qu'on a des rôles et des costumes différents. Là, je suis rapporteur à l'intérieur de l'Assemblée nationale avec un administrateur, possiblement sous le regard de députés de la majorité. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas. Tu vas pas sauter au plafond. Voilà, je ne vais pas m'exprimer évidemment de la même manière. Et voilà, et je suis plus en position d'interroger. Et après, la question, c'est est-ce que tu trouves que ce qu'on a retenu de toi à l'intérieur du rapport est fidèle ou pas? Tu comprends très fidèle, mais c'est pas le sujet. En plus, il nous reste que 15 minutes. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ce que toi, tu as ressenti. On est d'accord, on est en 2020. Tu es rapporteur de cette proposition de loi qui, d'ailleurs, je crois, n'est pas passée en réalité. Il n'y a pas eu de... Non, bah non. Voilà. Comme d'habitude. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de mystère à ça. Je ne faisais pas d'illusions sur le plan législatif et je l'avais dit à mes concitoyens ici dans la première circonscription de la Somme. Je leur avais dit, vous savez, ça ne va pas être Walt Disney. J'avais écrit dans ma profession de foi. Sans doute, il n'y aura pas une loi qui passera de moi et peut-être même pas un amendement. Mais en revanche, je me tiendrai droit pour vous. Mais ça veut dire que je distingue deux fonctions. Il y a une fonction qui est la fonction législative et je pense que c'est du flanc de dire que la loi se fait à l'Assemblée. La loi, elle est décidée à l'Élysée, elle est fabriquée dans les ministères technocratiquement, elle est enregistrée à l'Assemblée nationale. Il faut l'acter et passer à autre chose. Et en revanche, il y a une autre fonction qui est la fonction tribunicienne, qui est la fonction d'interpellation et qui, là, à mon avis, comme caisse de résonance, a mieux marché même que ce que j'espérais. Tu comprends Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et ça, par exemple, tu le mesures comment? Parfois, vous dites les Français qui nous regardent, etc. Ou c'est au doigt mouillé? Moi, c'est les Français qui nous regardent, ceux qui me regardent sur ma page Facebook, qui me relaient sur Twitter, c'est nos réseaux sociaux avant tout quand même. Et puis, il y a des moments où ça perce complètement. Tu vois, sur les femmes de ménage à l'Assemblée nationale, je fais 10 millions de vues. C'est énorme. Et après, il y a autre chose. C'est que tu sors dans la rue et les gens te parlent aussi quand même. Et ils te disent, franchement, ce que vous avez raconté sur heureusement que vous étiez là, souvent, c'est vous nous faites respirer. Et je pense qu'on peut contribuer à être ça. Moi, tu vois, l'un des trucs que j'aime bien comme terme pour me désigner, représentant de la nation. Ça me va. Pourquoi? Parce que les plus invisibles de la nation, moi, ça fait 22 ans que je m'efforce de les représenter dans mon journal, de les représenter à la radio, de porter leur voix au cinéma et possiblement aussi, c'est finalement une autre corde à notre arc, il n'y a rien de plus, à la tribune de l'Assemblée nationale. Mais j'espère que voilà, être un représentant de la nation et qu'il y ait des pans du peuple qui se disent, oui, Ruffin, il porte correctement ma voix. Et tu sais, c'est pas rien. Top. Je te coupe le micro comme à l'Assemblée. Top, 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 hop. Dans Debout les femmes, tu es dégoûté et tu dis rejeté, rejeté, rejeté. Pendant des heures, j'entends ça, j'en ai plein d'autres. Tu dis ça à Bruno Bonnell, qui est donc ton alter ego de La République En Marche, avec qui vous menez la bataille. Bon, comment on fait pour tenir? Est-ce que tu n'as pas l'impression de pisser dans un violon? Qu'est-ce qui fait que tu remontes? Est-ce que c'est l'ego, l'exaltation, qu'on peut comprendre, hein, c'est-à-dire le plaisir d'avoir le micro, parce que votre façon d'empoigner le micro, d'être exulté, enfin, je veux dire, est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? L'exaltation en général à 17h l'après-midi dans un hémicycle qui est vide
Je pense il y a plein d'autres endroits où je me sentirais beaucoup plus exalté, si tu veux. Quand je me retrouve dans un amphi devant des étudiants ou devant des militants, je me sens beaucoup plus exalté que à l'Assemblée nationale, tu vois. Donc c'est pas ça. Moi, je pense que c'est de où on part. Ça fait 22 ans que je fais fakir dans mon coin en Picardie. Je veux dire, en matière de pisser dans un violon, c'est pas mal non plus quand même. Tu vois. Oh, c'est une petite une contrebasse. Non, mais voilà. Non, donc, je trouve que la taille du violon, elle a plutôt augmenté. Je parle un peu moins dans le désert. Moi, mon objectif, c'est de franchir les barrières du ghetto, quoi, de sortir de la niche. Je pense que c'est un outil pour sortir de la niche, pour toucher davantage de gens qui marchent plus tôt. Tu vois. Donc voilà, c'est en comparaison de quoi on se trouve. Comment on peut avoir l'esprit critique que tu as, justement, que tu portes, etc., et quand même pas se dire putain, ça fait 5 ans que je co-fabrique l'enfer dans lequel tout le monde est. Bon, enfin, d'abord, j'ai pas le sentiment de le fabriquer, moi. De Mais co-fabriquer, j'ai dit. Ben, non, je n'ai pas du tout le sentiment de le cofabriquer. Enfin, moi, excuse-moi, mais quels sont les textes pour lesquels j'ai voté pour? Il n'y en a pas énormément quand même. Hein. Donc, non. évidemment, je te provoque en disant ça. Dans Debout les femmes, il y a cette scène, moi, que j'adore. Tu es en commission des lois et ton projet de loi est adopté. Toi, tu le votes pas parce que tu dis, vous l'avez complètement vidé de sa substance. Ce qui se passe quand même très, très régulièrement. Et là, on a à côté de toi, on voit une dame, je crois que c'est Madame Bourguignon. Ouais, Comment? ouais. C'est- Qui te méprise, mais qui te méprise, qui méprise totalement, et tu montes en colère, tu montes dans les tours, comme tu sais faire, et c'est là où je te dis, est-ce que ta colère est saine, évidemment, mais est-ce que à un moment donné, tu te dis pas, merde, c'est un jeu de dupes, et je fais partie de ce jeu de dupes. Moi, je pense pas. Tu vois, je pense que dans cette scène-là et le ressenti des gens, c'est que j'étais méprisé et que au fond, c'est les femmes de ménage qui étaient méprisées aussi, puisque c'était une proposition de loi qui tenait les femmes de ménage. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque de la révolte. Et donc, si jamais, moi, l'autre mot que j'aime bien pour me définir, je ne sais pas si c'est vrai, mais je me pense être un animateur démocratique. Animateur, ça veut dire réveiller les âmes, tu vois. Et je pense que c'est comment on fait par des temps aussi calamiteux que ceux qu'on traverse pour maintenir la braise allumée quand même. C'est ça la question. Bon, alors après, à ce moment-là, si tu veux, là où je suis con, c'est que honnêtement, comme ça vient 15 jours après les déclarations de Macron sur les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune et des tas de trucs comme ça, il y a un moment où j'y ai cru. Si tu veux, j'ai cru que certes, ils voteraient pas mon truc tel quel, mais on arriverait à gratter quelque chose. Et là où je suis en colère, je suis en colère contre eux, mais je suis aussi en colère contre moi parce que je me dis, mais bon sang, t'es encore bien naïf, mon gars, quoi. Question sur la police. Tu as entendu des syndicats de police, tu as entendu des chercheurs, tu as entendu des journalistes, des avocats. Au fond, qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Le problème de la police, c'est qu'elle n'a pas de contrôle politique de mon point de vue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans une forme d'autogestion délabrée où le politique n'ose pas dire à la police quel est le projet pour la police. Donc pour moi, je place le problème de la dégradation du service public de la police et de tout ce qui lui arrive comme étant d'abord un problème du politique qui n'ose pas prendre les rênes. Et le dernier projet politique qu'il y a eu, ça a été Sarkozy, avec la politique du chiffre. Alors avant, on avait eu un projet avec la police du quotidien, quoi, on va dire, de proximité. Aujourd'hui, par exemple, sous Macron, il n'y a eu aucun projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une forme de continuation de la politique du chiffre, mais en même temps, il ne faut pas faire de la politique. Donc les gars, ils ne savent pas quel est le projet qui est porté par la police. Bon, moi, je sais ce que je réclame pour la police autour du bouquin de Sébastien Rocher, qui, moi, m'apparaît assez convaincant sur la police de la confiance. Ce qu'on voit dans le bouquin de Rocher, c'est notamment que la France est l'un des pays qui fait le plus de contrôles d'identité et que, par ailleurs, ce sont les contrôles d'identité qui sont les plus ciblés, notamment pour des raisons de racisme, quoi, on va dire, enfin, de contrôle au faciès. Donc, pour moi, je suis pour en terminer. La première mesure que je prendrais, c'est en terminer avec les contrôles d'identité. Je pense qu'on a le contrôle d'identité est inutile. Deuxième chose, je prends 30 secondes, David, c'est la justice. Pour moi, il y a une responsabilité de la justice. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes qui sont vus au niveau de la police, comment ça se fait que c'est jugé avec autant de clémence? Donc là, c'est l'inceste police-justice qui, au fond, rejoint le début de notre propos sur ce qu'on a dit sur l'affaire LVMH. Parce qu'il y a là un problème dans mon cas, dans mon petit cas, et qui est pas tragique, tu vois. C'est pas la mort de Cédric Chouviat, c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas des tas d'autres trucs. C'est pas tous les gilets jaunes qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main. C'est pas ça.
mais c'est la complicité de l'État, la police, la justice. Et là, la justice, normalement, elle devrait venir, tu vois, puisqu'on est d'Amiens et tu étais avec Mélanie qui s'était fait tabasser par un CRS, quoi, en manif, bah, le jugement, c'est une relaxe. Et le problème, il est là, quand la justice ne fait pas son boulot. Moi, j'aurais tendance à dire que le problème de la police, il y a un problème qui est policier, mais il y a un problème qui est du côté du politique et un problème qui est aussi du côté de la justice. Je veux absolument qu'on en parle, il nous reste 3 minutes. Qu'est-ce que tu aimes chez Brel? Je pense que c'est une forme d'envoûtement, quoi. Bon, j'aime le verbe de Brel et la manière dont il part, il est en transe, quoi. Il y a une transe pour moi et c'est ça que j'aime. Bah, moi, j'aurais voulu être Brel. Hein. Je pense que Brel produit un envoûtement. Après, c'est traumatisant, je pense, d'écouter Brel trop jeune. Avec les femmes, comment tu veux que ça se passe bien? Blablalo dit dans le chat, c'est magnifique, je pense qu'on peut arrêter avec ça. Elle dit « J'ai accouché en écoutant Brel ». Mais le divin enfant qui est né avec Brel, c'est extraordinaire. Bon, François, il est 10h, tout le monde râle, et moi le premier, mais c'est normal, parce que c'est trop court, tout le monde te remercie. Tu disais, tu me remerciais, mais il n'y avait pas besoin, quoi. Parce que je suis ce que tu fais, et puis j'aime bien, quoi. Voilà. Et il y a des endroits où on va entrer dans les pieds, et c'est pas le cas ici. Voilà. Bon. Merci à toi, tout le monde te remercie, on sera là, merci monsieur le député, à la prochaine. Bah, je David. Voilà, je te laisse vaquer à tes occupations et moi je vais rester avec le monde qui est là, mais ça n'arrête pas. Alors non, là vous abusez, Ruffin président, faut quand même pas déconner. Merci, à très vite, merci, à la fin c'est nous qu'on va gagner, dit Anticor, merci Ruffin. Je reviendrai sur le truc police parce que c'est quand même ta spécialité une autre fois, vraiment, David. Voilà, oui. Non, mais parce que notamment au début du bouquin, tu as une forme d'autocritique que je trouve très intéressante sur pourquoi tu as mis tant de temps à t'intéresser à la police. Voilà. Mais on en reparlera. Voilà. On en reparlera. Je te propose de revenir, d'accord? Allez, à bientôt. Bonne journée. Pour ton travail. Ciao. Arrête tes conneries. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut. Et voilà, les amis. Bon sang, c'était bien. Enfin, je ne sais pas si vous avez aimé. Allô? Bonjour Bernard, rebonjour, c'est Karine. Oui. Bernard, on a reçu un courrier de Fakir. Tout commence le 6 mars. Je vais me chercher un café, je reviens, je vous laisse. La secrétaire particulière de Bernard Arnault appelle Bernard Squarcini, qui vient d'être embauché à LVMH. Il y a de l'inquiétude dans l'air. Fakir, c'est un truc... alors je sais pas comment M. Arnault se l'est procuré. C'est un truc où on annonce clairement qu'à l'Assemblée Générale, ils vont faire le bazar. Je comprends pas. Ils vont faire le... Attendez, parce que je vais vous montrer ce qu'ils mettent. Je vais vous le dire en vitesse. Vous avez rempli un papier il y a quelques semaines ou quelques mois pour adhérer à 6 AG et intervenir dans les assemblées générales d'actionnaires. Après, ils mettent les cibles. Le 18 avril, LVMH. Et le 18 avril, qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a l'AG. C'est une vraie AG à Montagne? Oui, c'est une vraie... non, pas à Montagne, à Carrousel du Louvre. Ah, c'est Carrousel du Louvre. Ah bah c'est énorme, hein. Je sais pas combien il y a de personnes, mais il y a peut-être 1000 personnes. D'accord. Et c'est signé François Ruffin, PDG de Fakir. Ils demandent aux gens, en fait, d'acheter une action pour pouvoir se rendre. Oui, pour pouvoir s'introduire. Et faire le bazar. Bon, ben là, on va faire la liaison avec les RGPP et puis pour qu'ils assurent un service. Bon, ben vous me basculez tout ça. Merci beaucoup. Voilà, merci Bernard. Au revoir. Au revoir. Au revoir.